Bonsoir et merci d'être venu à ce huitième anniversaire de Vivement Poésie. Ça fait 8 ans. Wow. J'espère qu'on pourra faire encore d'autres années là-dessus. Si le plaisir y est, et puis bon, ben, si le public se déplace. 8 ans, je dis merci à tous ceux qui ont permis à cet événement de fêter ses 8 ans aujourd'hui. Je dis du fond du cœur merci à tous les poètes, slameurs, auteurs, compositeurs, interprètes, aux pianistes, aux anciens et aux nouveaux pianistes, techniciens, photographes, caméramans qui ont permis à cet événement d'avoir cette longue vie, 8 ans. Ouf, il fallait le faire. Bravo. Grand merci au public fidèle qui a toujours pu répondre à l'appel une fois par mois, qu'il pleuve ou il neige. Merci aux différents partenaires qui nous ont permis depuis... On a fait l'événement en 3 ans sans aucune subvention. C'était le Gainsbar qui était le partenaire principal qui nous donnait la salle à l'époque, quand on avait commencé en 2010, gratuitement, et puis 2 consommations gratuites à tous les invités. On les applaudit, mesdames et messieurs. C'était Roger, Jamil et Roger qui étaient, même si le Gainsbar a été vendu, c'est ce qui fait qu'on se retrouve ici au medley. D'ailleurs, quand Jamil a vendu le medley, il a demandé à René, qui a pris le medley Fulgence et Méret. Parti de là parce que ceux qui ont acheté le Gainsbar n'étaient pas des gens de culture. Ils ont sorti le piano parce que le Gainsbar était un peu de culture, il y avait du jazz. Ils ont levé le piano, ils ont levé tous les fauteuils rococo qui étaient à l'intérieur du Gainsbar. Et ça, c'était un bar maintenant, c'est un bar maintenant juste pour vendre de la bière, qu'on trouve partout. Et Jamil a demandé à René si c'était possible que je continue l'événement ici au medley. René lui a dit, il y a Fulgence de venir me voir, je ne le connaissais pas, je suis venu le voir. Et puis il a dit, Fulgence, tu peux déménager ici quand tu veux. On applaudit, mesdames et messieurs. Tous ceux qui, les pianistes, les techniciens, les photographes et autres. Et puis moi-même, je me suis dit quelquefois, chaque année je me pose la question, chaque anniversaire je me dis mais est-ce que j'ai envie de continuer ce putain d'événement qui ne me nourrit pas? Oui, ça fait partie de mes passions. C'est comme la radio aussi qui ne me nourrit pas, que je fais depuis plus de 11 ans. Voilà, c'est quelque chose qui me permet de rester en vie à côté du boulot, des 37-50 ou bien des 40 heures de boulot comme tout le monde, pour payer les factures. Les gens me demandent souvent « Mais pourquoi tu n'es pas à Radio-Canada ?» Je dis « Mais c'est pas n'importe qui rentre là-bas non plus. » Je fais pas partie de la clique. Et puis j'aime ça, j'ai du plaisir. Ça m'a permis de rencontrer des gens merveilleux. Les rencontres qui se sont créées entre les différents poètes ici, les différents artistes ici. Il y a des relations même qui se sont créées ici à partir de Vivement Poésie. Il y a eu des mariages, des gens qui se sont connus à Vivement Poésie, qui se sont mariés, qui sont en couple, qui ont eu des enfants. Et puis, tu as dit que Vivement Poésie a fait des enfants, des petits-enfants. 8 ans, c'est quelque chose quand même. On va aller, je vais, au fur et à mesure de l'événement, je vais revenir sur ça. Et puis, on va aller tout de suite avec quelqu'un que j'ai eu la chance de connaître grâce à une amie commune, Arlette, qui est avec moi à Canal M, Denis Martin Chabot, qui a passé toute sa vie à Radio-Canada, qui a pris sa retraite maintenant. Oui, c'est vrai, tu as passé toute ta vie à Radio-Canada. Mais à la retraite, je l'ai connu à l'émission d'Arlette.
grâce à qui aussi j'ai eu mon émission d'ailleurs à Canal M. Il est poète aussi, écrivain, homme de théâtre. Denis, tu es prêt? On accueille chaleureusement Denis Martin Chabot. Bonsoir, merci de m'accueillir aujourd'hui à Vivement Poésie. Merci Fulgence, qui a participé à un événement que j'avais organisé en janvier dernier pour Maison Plein Cœur, qui est une organisation à but non lucratif qui s'occupe des personnes séropositives dans le besoin. Et on a découvert chacun qu'on aimait la poésie, et a découvert que ça m'arrivait d'en écrire. Je n'ai toujours pas publié, j'ai publié autre chose. J'aimerais juste vous dire que ma poésie est surtout une façon de raconter des histoires avec des faits que je mets dans un certain contexte, mais je ne mets aucune opinion, je vous laisse ça à vous. Et je vais faire une exception aujourd'hui, c'est un inédit, parce qu'aujourd'hui je suis très ému. Une amie de longue date, on s'est connus, j'avais 9 ans, vous imaginez, ça fait 2 ans de ça, et elle en avait 7. Elle est décédée toute seule. Et je l'ai appris, elle est morte en mars, je l'ai appris ce matin. Et ça m'a beaucoup ému. Et en m'en venant ici, parce que je travaille toute la journée, j'ai mis quelques mots dans ma tête que je viens de mettre sur papier. J'ai pas l'habitude de tester un texte comme ça devant les gens. C'est que tu as vu tôt là pour écrire ce... Il fallait que je mette tout ça, ça me sortait par le stylo, excusez-moi. Alors je vais vous le lire, je vous demande votre indulgence parce que c'est vraiment un premier jet, mais ça exprime une émotion. Mon émotion. Mourir, seul, comme ça, comme elle. Seul et triste, très triste. Depuis 10 ans, depuis tout le temps. Et dans la douleur lente, la douleur lancinante, la douleur. Elle ne disait rien, plus rien, ne voulant plus se plaindre, ni ennuyer les autres. Elle s'est refermée, telle une coquille, hermétique. Elle en a suffoqué. Elle est morte de tristesse et de douleur dans l'oubli. Comme ça. Juste comme ça. Elle va me manquer. Je vous dis que ma poésie raconte des histoires. J'ai été journaliste pendant 33 ans. J'ai souvent couvert des événements qui m'ont touché. Et on demande aux gens qui travaillent dans l'information, non pas d'être insensibles, mais d'être impassibles. Et la poésie, pour moi, c'est une façon de sortir ce que je ressens, l'émotion que je ressens devant des événements. Le prochain, c'est que ça fait maintenant 20 ans que c'est arrivé, Suicidaire 111, et j'ai couvert cet événement-là. Et voici ce que ça a donné. À 3h31 du matin, éveillé, un homme tourne sans cesse sur son oreiller. Un autre ne peut fermer l'œil, secoué par des frissons de deuil. Et l'angoisse harcèle un mari. Ses larmes ne peuvent être taries. Intuition, prémonition, superstition. Il referme les yeux à répétition. En vain, le sommeil les abandonne, leurs esprits papillonnent. 5000 kilomètres plus à l'ouest, proche, ami, sombre dans l'eau funeste. Suicidaire 111, plus de réponse. Ta carlingue de métal s'enfonce. 229 âmes noyées, leur reste déchiqueté, broyé. Ce que la vague prend, jamais elle ne rend. Leur nid de métal anéanti, l'oiselle s'inquiète pour ses petits. Elle étreint, tout s'éteint. À Péguiscove, plus d'espoir. À Genève, c'est le désespoir. Entre eux, un océan de larmes.
et son flot agité qui charme. Dans les hauts fonds, tombeaux profonds, sépulcres doux apaisent le courroux, et ces mythiques sirènes essuient pleurs et peines, mais jamais père, mère, conjoint, sœur ou frère, enfants, très grands amis ou simples connaissances, n'oublieront ceux désormais réduits au silence. Swissair 111, énorme cercueil de fer, dort paisiblement au fond de la mer. Un autre événement qu'on soulignera et que j'ai aussi été appelé à couvrir, c'est donc mardi le 11 septembre qui s'en vient. Matin ordinaire. Smog intense dans l'air. Au ciel, un nuage brun. 11 septembre 2001. Trottoir fourmillant de citadins, travailleurs, chômeurs, badins, sans présage ni prémonition, appareil en déviation, s'encastre dans les deux tours. Châtiment des vautours. Attentat planifié, un monde horrifié. Explosion, feu, mort, désastre, triste sort. Au bout de la planète, on danse, on fait la fête. Venger les injustices contre l'Est, punir les infidèles à l'Ouest. Des soldats de liberté se sacrifient avec fierté. Ici, ils sont des terroristes, là-bas, des idéalistes. Entre eux, des yeux noirs, bloquant ici tout espoir. Tu m'observes paisiblement. Nul besoin de dire vraiment. Je le vois très bien que tu souffres. Entre nos deux cultures, un gouffre. Pour nous comprendre, juste nos regards. Mon inquiétude, tes yeux hagards. Nous ne parlons pas la même langue. Tu as faim et je t'offre une mangue. Tu l'avales en 3 bouchées immenses, sans plus. Or, te voilà presque en transe. La satiété n'efface pas ta douleur, et les marques de coups racontent ton malheur sur ta peau noire, assombrie par la peine. Tu as besoin d'aide, surtout pas de haine. Comment peut-on s'en prendre ainsi à un enfant, qu'il vienne d'Afrique, d'Asie ou du Moyen-Orient, de le battre, le violer ou le négliger, ou encore le laisser la misère l'affliger? Je reprends mon chemin, mais tu me tends les mains, m'implores de rester, te consoler. Je fais un geste pour te cajoler. Tu prends mon sac et tu t'enfuis, guidé par ton instinct de survie. Je pars à ta poursuite en vain. Ma besace ne contient rien d'important pour moi, mais un trésor pour toi. Quelques pièces, quelques billets, je ne suis pas inquiet. Un sandwich au jambon et au fromage, pas de quoi faire une crise de rage. Ma dernière bouteille d'eau. Aussi du papier et un stylo, mais tu ne sais pas écrire. Un livre que tu ne peux pas lire. Tu vendras mon appareil photo dans une ruelle sale, incognito. Tu gagneras un peu d'argent et tu aideras les tiens indigents. Après, tu céderas ton corps sous-développé autant que ton peuple éclopé. On te paiera quelques sous tout au plus, pas plus pour ta petite sœur mise à nu. Dans ton continent, l'Afrique, l'Asie ou l'Océanie, l'Amérique du Sud, des rejetons de couples désunis, orphelins de guerre ou de politique, abandonnés sans recours diplomatique, vous mourrez un peu chaque jour, infectés, maltraités sans recours. Impuissant, je rentre dans le confort de mon hôtel, criblé de remords, revois ton visage brisé, les plaies de ton corps abusé. Les larmes ne t'apporteront rien, mais moi, elles me font un grand bien. Je pense que je suis arrivé au bout de mon 8 minutes, c'est ça? Oui. Oui. C'est un dernier cours, tu peux valider. Non, je pense que... Ouais, un petit cours qui s'appelle Refuge. Il avait fui son pays et la persécution, cherchant ici amour et acceptation. Il trouva succès et félicité, s'intégrant à la cité. Excusez-moi. Ouais. S'intégrant à la cité, enfin il pouvait s'assumer, ne plus devoir se costumer,
Son identité, ses opinions, son désir, et devant l'adversité, ne plus transir. Dans son pays, on l'a souvent frappé, sans retenue. On l'a maintes fois tapé. Et lorsqu'il s'est révolté, il fut humilié et insulté. Un soir qu'il rentrait chez lui paisiblement, des voyous l'appelèrent habilement. Ils l'agressèrent sauvagement. Il subit un vil affligement. Il était moins qu'un homme. On le dénonce à Rome. En Utah et à la Mecque, on le dit un échec. Le condamne à l'église, la mosquée. La synagogue, on veut le débusquer. Tout pour s'en défaire, l'envoyer aux enfers. Pourtant, si circonspect, il menaçait la paix. Même seul, il dérangeait l'ordre établi. Il lui fallait tomber dans l'oubli, ne se sentant plus désormais en sécurité. Incapable de cacher encore son identité, à la cachette, il a fuité pour s'éloigner des velléités de son peuple intransigeant qui le considère indigent. Raoul, Mohamed, Miguel, vous nous avez fait appel. À l'époque, nous vous aurions répondu, mais aujourd'hui, notre pays confondu vous rejette et vous montre la porte, demande enfin qu'on vous déporte. Liberté, égalité et fraternité n'existent point dans l'absoluité.